conventions. Je m'appelle Yves. Après de nombreuses années de mariage et de vie commune, j'ai trouvé un lubrifiant pour homme dans le sac de ma femme. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai fait ensuite. Ce soir-là n'était pas différent des autres. Sauf que mon chargeur de téléphone a décidé de rendre l'âme au moment où j'en avais le plus besoin. Le connecteur de charge montrait des signes de faiblesse depuis des semaines. Mais cette nuit-là, il a complètement cessé de fonctionner. J'avais déjà commandé un remplaçant sur Amazon, mais il n'arriverait que le lendemain. Et mon téléphone affichait 12% de batterie. Ma femme rentrait de plus en plus tard ces derniers mois, ses explications tournaient toujours autour d'un emploi du temps chargé au travail. Je n'avais jamais remis cela en question, car je lui faisais entièrement confiance. C'était le genre de personne que j'étais à l'époque. Le genre de mari qui croyait sa femme lorsqu'elle disait travailler tard, qui ne se posait pas de questions sur les changements progressifs dans son comportement, qui préférait voir le meilleur plutôt que d'envisager des possibilités plus sombres. Je me souviens de la première fois où elle est rentrée inhabituellement tard. C'était environ 3 mois avant que tout cela n'arrive. Elle est arrivée vers 21h30, s'excusant abondamment et expliquant qu'une réunion de dernière minute avec un client s'était prolongée. J'ai réchauffé son dîner. Lui ai demandé comment s'était passée sa journée et n'y ai plus pensé. C'était ma première erreur. Même si je ne le savais pas à l'époque, les retours tardifs sont devenus plus fréquents par la suite. D'abord 1 fois par semaine, puis 2, puis il semblait qu'elle restait tard au bureau plus souvent qu'elle ne rentrait à l'heure. À chaque fois, elle avait une explication raisonnable, des délais de projet, des clients difficiles, des réunions d'équipe impossibles à reporter. Je n'ai jamais douté de la véracité de ces explications. Durant cette période, j'ai également remarqué d'autres changements subtils que j'ai ignorés sur le moment. Elle est devenue plus protectrice avec son téléphone, l'emportant partout. Même dans la salle de bain, elle a commencé à se doucher immédiatement en rentrant, prétendant qu'elle se sentait sale après de longues journées au bureau. Elle semblait distraite pendant nos conversations, vérifiant souvent son téléphone pendant que je lui parlais. Notre intimité physique a également considérablement diminué durant ces mois. Quand j'abordais le sujet, elle mettait cela sur le compte du stress au travail et promettait que les choses s'amélioreraient une fois ses projets en cours terminés. Je la croyais parce que je voulais la croire. L'alternative était trop douloureuse à envisager. Ce soir-là, elle est rentrée assez tard. Ce qui était devenu habituel. Elle a lancé un simple bonjour, évitant à peine mon regard avant de se diriger directement vers notre chambre. J'étais assis sur le canapé quand j'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer et la douche commencer presque immédiatement. C'était devenu son rituel récemment. Rentrer, interagir minimalement, puis filer sous la douche. À l'époque, je pensais que c'était simplement sa façon de décompresser après de longues journées de travail. L'eau coulait pendant 20 ou 30 minutes, ce qui semblait excessif mais pas suspect. Maintenant, je comprends qu'elle effaçait les traces d'activité que je n'aurais jamais pu imaginer. Avec mon téléphone sur le point de s'éteindre et ayant besoin de son chargeur, j'ai décidé de fouiller dans son sac. Nous avions toujours été à l'aise pour utiliser les affaires de l'autre. Son chargeur de téléphone était du même modèle que le mien. Et je me suis dit que je pourrais l'emprunter pour la soirée. J'ai ouvert son sac, défait la fermeture éclair et commencé à fouiller à l'intérieur. Ses affaires habituelles de travail étaient là. Puis ma main a touché quelque chose d'inattendu. Une bouteille de lubrifiant pour homme. Juste à côté, il y avait une pilule du lendemain. Je l'ai tenue un instant, essayant de comprendre ce que cela signifiait et pourquoi elle l'avait. La bouteille était à moitié vide, ce qui suggérait un usage récent et régulier. L'emballage de la pilule du lendemain n'était pas ouvert. Ce n'étaient pas des objets qu'on garde juste comme ça. Par hasard, je suis resté là, dans notre chambre, tenant ces objets, avec l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon esprit s'est mis à chercher des explications possibles, mais aucune ne tenait dans le cadre d'un mariage fidèle. J'ai décidé de tout remettre dans le sac et de m'éloigner. Je suis retourné dans le salon et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Les implications de ce que j'avais trouvé étaient bouleversantes. Ma femme ne travaillait pas seulement tard. Elle voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui utilisait un lubrifiant pour homme, quelqu'un avec qui elle était assez intime pour avoir besoin de pilules du lendemain. La trahison m'a frappé comme un coup physique dans la poitrine. J'ai essayé de trouver des explications innocentes. Était-ce une blague de bureau ou un séminaire sur la santé? Mais même en cherchant ces alternatives, je savais qu'il s'agissait de fantasmes désespérés. Les preuves étaient claires, et je devais affronter la réalité de ce qu'elles signifiaient. Quand ma femme m'a rejoint plus tard, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Pendant qu'elle parlait, il était difficile de croire ce qu'elle disait. Elle a mentionné des réunions et des délais, mais ses réponses semblaient préparées et vagues. Quand je posais des questions plus précises, elle semblait mal à l'aise et changeait rapidement de sujet.
Elle m'a parlé d'une présentation sur laquelle elle travaillait pour un client difficile, mais quand je lui ai demandé des détails sur l'industrie du client ou la nature du projet, ses réponses devenaient de plus en plus génériques. Elle a mentionné être restée tard pour collaborer avec un collègue sur une stratégie, mais ne pouvait pas fournir de détails spécifiques sur ce qu'ils avaient discuté ou décidé. Je me suis surpris à étudier son visage pendant qu'elle parlait, cherchant des signes de mensonge. Ses yeux évitaient les miens plus que d'habitude. Elle tripotait constamment son téléphone, le vérifiant même pendant que nous parlions. Toutes les quelques minutes, il vibrait avec une notification, et elle y jetait un coup d'œil avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Nous avons passé la soirée ensemble, mais je n'étais pas vraiment attentif. Mon esprit revenait sans cesse à ce que j'avais découvert. La bouteille de lubrifiant hantait mes pensées. Avec qui l'utilisait-elle? Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce quelqu'un de son bureau ou quelqu'un qu'elle avait rencontré ailleurs? La pilule du lendemain était tout aussi troublante. Cela signifiait qu'elle avait des relations intimes avec quelqu'un d'autre sans protection, prenant des risques qui pouvaient affecter notre santé à tous les deux. Cela signifiait qu'elle prenait des décisions conscientes de trahir nos vœux de mariage tout en prétendant que tout était normal à la maison. Vers 23 heures, elle a dit qu'elle était fatiguée et est partie se coucher. Elle m'a embrassé sur le front avant de quitter le salon. Un geste qui semblait désormais vide et faux, je l'ai écouté bouger dans notre chambre, suivant sa routine nocturne habituelle. Et je me suis demandé comment elle pouvait agir si normalement en vivant un mensonge aussi énorme. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je suis retourné à son sac. J'avais besoin de confirmer ce que j'avais vu. En examinant la pilule du lendemain de plus près, j'ai vu qu'une pilule avait été prise dans l'emballage ce soir-là. Cela a confirmé mes craintes. Ma femme me trompait. L'emballage contenait initialement 2 pilules, mais une manquait. L'espace vide dans le blister racontait une histoire que je ne voulais pas entendre. C'était une trahison récente et active qui se déroulait sous mon nez. Je suis resté là, dans l'obscurité de notre chambre, tenant les preuves de l'infidélité de ma femme. Et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi. Pas seulement mon cœur, bien que celui-ci soit certainement brisé. Quelque chose de plus profond encore. Ma foi en la personne avec qui j'avais choisi de passer ma vie. Ma croyance en la solidité de notre relation. Ma confiance en ma propre capacité à lire les gens les plus proches de moi. La trahison allait au-delà de l'acte physique de tromperie. Elle me mentait en face depuis des mois. Peut-être plus longtemps. Chaque soir où elle rentrait tard avec des histoires sur le travail, elle me regardait dans les yeux et me trompait délibérément. Chaque fois que je m'inquiétais, qu'elle travaillait trop dur ou que je proposais de lui apporter un dîner au bureau, elle riait en silence de ma naïveté. Une idée m'est venue. Si elle utilisait ce lubrifiant avec un autre homme, il y avait un moyen de le savoir avec certitude. J'ai pris la bouteille de lubrifiant. Je suis allé dans le garage jusqu'à ma boîte à outils. Je l'ai complètement vidée et je l'ai remplie de colle forte. Puis je l'ai remise dans son sac exactement là où je l'avais trouvée. Le processus de substitution des contenus était surréaliste. J'étais méthodique et prudent, m'assurant que la bouteille semblait exactement la même une fois terminée. La colle forte avait une consistance légèrement différente du lubrifiant original, mais pas assez pour être remarquée sans un examen attentif. Pendant que je travaillais, une partie de mon esprit criait que c'était mal, que je devrais la confronter directement ou simplement demander le divorce en fonction de ce que j'avais déjà découvert. Mais une autre partie de moi, celle qui se sentait trahie et humiliée, voulait une preuve irréfutable de ce qu'elle faisait. Je voulais qu'elle soit prise sur le fait, d'une manière qui ne laissait aucune place au déni ou à l'explication. Puis j'ai attendu et les jours suivants se sont déroulés normalement en surface. Ma femme allait au travail, rentrait à des heures raisonnables, et nous maintenions nos routines habituelles. J'observais son comportement attentivement pour voir si elle avait compris ce que j'avais fait. Pendant cette période d'attente, je me suis retrouvé à analyser chaque interaction que nous avions. Quand elle m'embrassait pour me dire au revoir le matin, je me demandais si elle pensait à l'autre homme. Quand elle me racontait sa journée au travail, j'essayais de détecter quelles parties étaient vraies et lesquelles étaient inventées pour couvrir ses traces. J'ai aussi commencé à prêter attention à ses habitudes avec son téléphone. Elle recevait des messages à des heures inhabituelles, souvent tard le soir ou tôt le matin. Quand ces messages arrivaient, elle les vérifiait immédiatement, mais ne donnait jamais d'informations sur qui la contactait ou pourquoi. Le coût psychologique de l'attente et de l'observation était énorme. J'avais l'impression de vivre une double vie, prétendant être un mari normal tout en enquêtant secrètement sur la trahison de ma femme. Chaque conversation semblait forcée et artificielle. Chaque repas partagé avait un goût amer de tromperie. J'ai commencé à avoir du mal à dormir, restant éveillé la nuit, me demandant depuis combien de temps cela durait. Avait-elle été infidèle lors de notre dernier anniversaire?
Lors de nos vacances plus tôt dans l'année, quand elle m'a dit qu'elle m'aimait la semaine dernière, le résultat de mon action est arrivé le vendredi soir suivant. Quand ma femme est restée dehors si tard que j'ai dû l'appeler, sans se cacher, elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital. Je ne lui ai pas demandé pourquoi au téléphone. Je m'y suis simplement rendu. L'appel était bref et cryptique. Sa voix semblait tendue, différente de d'habitude. Elle m'a donné le nom de l'hôpital et son numéro de chambre, mais n'a pas expliqué pourquoi elle était là. Le ton de sa voix suggérait que ce n'était pas un problème mineur. Elle semblait secouée, peut-être souffrante. La route jusqu'à l'hôpital était étrange. Une partie de moi s'inquiétait pour son bien-être. Mais une autre savait que cela était probablement lié à ce que j'avais fait. Je me suis garé à l'hôpital et me suis dirigé vers le service des urgences. L'hôpital était animé ce soir-là, avec la foule habituelle de personnes confrontées à diverses urgences médicales. J'ai donné le nom de ma femme à la réceptionniste et expliqué que j'étais son mari. Après avoir vérifié mon identité, elle m'a indiqué que ma femme était dans une chambre du service des urgences. En parcourant les couloirs de l'hôpital, je ressentais un mélange d'anxiété et de satisfaction sombre. Si mes soupçons étaient corrects et que cela était lié à la substitution de la colle forte, alors j'aurais enfin une preuve irréfutable de son infidélité. Mais je réalisais aussi que j'avais peut-être causé un préjudice grave à une autre personne, indépendamment de sa trahison. Après avoir parlé avec le personnel, j'ai été dirigé vers sa chambre. Quand je l'ai vu allongé là, entouré d'équipements médicaux et sous perfusion, j'étais sûr que ce que je voyais correspondait à mes soupçons. Je l'ai regardée dans les yeux et l'ai traitée de trompeuse. La voir dans ce lit d'hôpital était choquant. Elle semblait pâle et mal à l'aise, entourée d'équipements médicaux qui suggéraient qu'elle recevait un traitement pour quelque chose de grave. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu une reconnaissance immédiate et de la culpabilité dans son expression. Elle savait exactement pourquoi j'étais là et ce qui avait conduit à sa situation actuelle. Il n'y avait ni confusion ni surprise. Juste le regard de quelqu'un qui avait été pris et savait que le jeu était fini. Elle savait que je savais. Je ne sais pas comment, mais elle avait compris que j'étais responsable de sa présence là. Je n'ai pas attendu d'explication ou de justification. J'ai simplement quitté l'hôpital et suis rentré chez moi. La confrontation avait duré moins de 2 minutes. Mais je savais que c'était la fin de tout ce que nous avions construit ensemble. Le trajet de retour était un tourbillon d'émotions. Un soulagement que la vérité soit enfin révélée. Sans aucun remords concernant la gravité potentielle de ce que j'avais fait. Toute la situation semblait surréaliste. Comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer plutôt que de vivre la mienne. En rentrant, j'ai réalisé que l'implication de l'utilisation de colle forte à la place du lubrifiant était plus grave que je ne l'avais pensé. Ce que j'avais fait pouvait causer de graves complications médicales. Et le fait qu'elle soit hospitalisée signifiait que cela avait causé un réel préjudice. Les implications médicales étaient significatives. La colle forte adhère rapidement à l'humidité et peut causer des brûlures chimiques, des lésions tissulaires et nécessiter une intervention médicale d'urgence pour séparer les surfaces collées. Le personnel des urgences aurait dû agir rapidement pour minimiser les dommages et prévenir des blessures permanentes. Je comprenais que mes actions, bien qu'elles aient révélé la vérité sur son infidélité, ne justifiant pas de causer potentiellement une blessure permanente. Je savais que le mariage était fini. Il n'y avait aucun retour possible de cette situation. Elle avait été infidèle, et j'avais répondu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue venir. En arrivant chez moi, je ne trouvais pas le mot juste pour décrire ce que je ressentais. La vie que nous avions construite ensemble s'achevait, et je pouvais sentir le poids de cette réalité s'installer sur tout. Les photos d'autrefois ressemblaient à des preuves d'un passé naïf, des rappels de combien j'avais eu tort concernant la personne que j'avais épousée. Le divorce a été compliqué. Comme prévu, nous ne communiquions que par l'intermédiaire de nos avocats une fois qu'elle est sortie de l'hôpital. Les procédures judiciaires ont commencé quelques semaines après l'incident à l'hôpital. Son avocat a immédiatement déposé une plainte pour agression. Le processus légal était compliqué par la nature inhabituelle de ce qui s'était passé. Son avocat a soutenu que j'avais délibérément causé un préjudice physique. Mon avocat a contre-attaqué avec des preuves de son adultère et a soutenu que mes actions étaient une blague, mais que je n'avais jamais su que ma femme me trompait. Puisque nous travaillions tous les deux et gagnions bien, nos biens ont été divisés équitablement. Nous n'avions pas d'enfants, ce qui a considérablement simplifié le processus légal. Les batailles pour la garde des enfants rendent souvent les divorces beaucoup plus conflictuels et coûteux. Mais nous avons été épargnés par cette complication supplémentaire. La maison a été vendue et les bénéfices ont été partagés équitablement. Nos comptes de retraite, investissements et autres actifs ont également été divisés en deux selon les procédures de divorce standard. Nous avions accumulé une richesse raisonnable pendant notre mariage, y compris des économies, des comptes d'investissement et l'équité de notre maison.
L'ensemble du processus légal a pris plusieurs mois à se compléter. Pendant ce temps, nous avons maintenu des arrangements de vie séparés et n'avions aucun contact direct. Toute communication passait par nos avocats respectifs. Le processus était coûteux, épuisant émotionnellement et chronophage. Mais c'était le seul moyen de dissoudre légalement une situation devenue intenable. C'est ainsi que je suis passé d'être marié à être célibataire sans avertissement. Un chargeur de téléphone défectueux a conduit à une découverte qui a mis fin à des années de mariage en quelques semaines. La confiance qu'il avait fallu des années à construire a été détruite en un instant. Et il n'y avait aucun moyen de la réparer. L'ironie ne m'a pas échappé. Un événement aussi petit et aléatoire avait conduit à des conséquences aussi massives. Si ce chargeur avait continué à fonctionner, je n'aurais peut-être jamais fouillé son sac cette nuit-là. J'aurais pu rester ignorant de son infidélité pendant des mois ou des années de plus. La trajectoire entière de ma vie a changé à cause d'une pièce d'électronique de 15 € qui a lâché au moment où elle l'a fait. En repensant à tout cela, j'ai réalisé qu'il y aurait peut-être eu de meilleures façons de gérer la situation. J'aurais pu la confronter directement à propos de ce que j'avais trouvé. J'aurais pu rassembler plus de preuves et simplement demander le divorce. J'aurais pu suggérer une thérapie de couple pour essayer de comprendre ce qui l'avait poussé à chercher de l'intimité ailleurs. Au lieu de cela, j'ai choisi une méthode qui a révélé la vérité mais a également causé du tort. L'expérience m'a appris plusieurs leçons difficiles sur la nature humaine et les relations. La trahison fait ressortir le pire chez les gens, y compris moi-même. Elle a montré que quelqu'un pouvait prendre de terribles décisions lorsqu'il est blessé et en colère. J'ai également appris que la vengeance, même lorsqu'elle semble justifiée, peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Je reconstruis ma vie maintenant, apprenant à faire confiance à nouveau tout en étant plus prudent. Toute l'expérience a fondamentalement changé ma perspective sur les relations. Je suis plus attentif aux signaux d'alarme, plus disposé à poser des questions difficiles, et moins enclin à ignorer les drapeaux rouges pour maintenir la paix. Le processus de reconstruction a été difficile mais aussi éclairant. J'ai dû examiner mon propre caractère et reconnaître ma capacité à faire des choix dangereux. J'ai aussi dû travailler à faire confiance à mes instincts tout en évitant de devenir si méfiant que je ne puisse plus former de relations significatives. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si mon chargeur n'avait pas lâché ce soir-là. Aurais-je jamais découvert la vérité sur son infidélité? Serions-nous encore mariés? Moi ignorant de ce qui se passait vraiment. Aurait-elle fini par mettre fin à l'affaire et revenir pleinement engagée dans notre mariage? Ces questions n'auront jamais de réponse. Mais je suis arrivé à croire que la vérité, aussi douloureuse qu'elle a été à découvrir, valait mieux que de vivre un mensonge. Même si la manière dont j'ai découvert cette vérité était mauvaise, je suis finalement heureux d'avoir appris quel genre de personne était vraiment celle que j'avais épousée avant de gaspiller plus d'années de ma vie. Les dommages causés par la tromperie vont au-delà de la relation immédiate. Ils affectent votre capacité à faire confiance aux autres à l'avenir. Et c'est quelque chose à considérer. Que vous soyez celui qui est trompé ou celui qui trompe, la confiance est fragile et précieuse. Et une fois brisée, elle est extrêmement difficile à réparer. Mon mariage s'est terminé, mais la vie continue. Je travaille à construire quelque chose de meilleur avec ce qui reste. Armé d'une sagesse durement acquise sur les relations, la confiance et les conséquences de nos choix lorsque nous sommes au plus bas. L'expérience a été douloureuse et coûteuse, mais elle m'a aussi enseigné des leçons précieuses sur moi-même et la nature humaine, que je porte avec moi dans ce qui viendra ensuite.